Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va répondre aux questions, les amusettes du mercredi. Si ce n'est pas déjà fait, tu as l'ebook offert dans la description de la vidéo juste en dessous sur les 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison. Tu as aussi les formations qui peuvent être prises en charge via ton CPF ou pas en fonction de ce que tu veux faire. Et puis on va attaquer les questions juste avant le jingle. Juste avant d'attaquer les questions, par contre, petit rappel, pour les abonnés, il y aura 3 cadeaux à gagner. Et oui, mois de décembre étant là avec les fêtes de fin d'année, la Fabrique Hippique décide de récompenser ses abonnés. Donc il y a 3 cadeaux à gagner. Je te laisse aller voir ça en dessous, pareil, dans la description. Et on a une offre spéciale Apisolis pour ceux qui veulent. Donc un Apisolis acheté avec un flacon de 120 ml de produits offerts et 2 résistances aussi offerte par la Fabrique Hippique. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller sur le site www.lafabriquehippique.fr pour en profiter. Première question de Jean-Christophe Payet qui me demande à quelle distance j'installe la ruchette après avoir fait la division. Tout simplement à quelques mètres ou à côté, voilà. En général, je laisse au moins 1,50 m de distance entre chaque ruche pour éviter la dérive, je le laisse sur le rucher, voilà. J'ai pas de distance particulière, sauf si la division que je viens de faire, je dois l'emmener sur un autre site, un autre rucher, et alors à ce moment-là, je l'emmène je la déplace sur le rucher qui va l'accueillir. Mais sinon, je le laisse à proximité. Je sais que c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qui se fait habituellement en apiculture, mais les butineuses vont retourner à la ruche mère et tout ce qui va être nourrice vont rester dans la ruche sur lequel j'aurais fait la nouvelle division. Deuxième question de Beck Marie-Rosanne qui me demande pourquoi est-ce qu'on met des partitions dans les ruches. Elle vient de commencer l'apiculture et elle est originaire d'une île plutôt du côté de l'île Maurice. Et elle voulait savoir si c'était aussi important pour elle. Alors, je ne connais pas le climat que tu peux avoir en termes de l'île où tu es situé à côté de l'île Maurice, bien que l'île Maurice, il doit faire assez beau et assez chaud assez souvent dans l'année. Donc peut-être que non, par rapport aux pratiques que toi tu vas faire au niveau de ton emplacement de ruche, de ton lieu géographique, peut-être que ça n'a pas d'utilité. Nous on met des partitions, pourquoi? Pour réduire les colonies en termes de volume à chauffer pendant l'hiver. Donc si toi tu n'as pas d'hiver ou que tes colonies sont on va dire en prod constante, il n'y a pas forcément d'utilité à ça. Il faut adapter ton apiculture à ton lieu géographique. Question de Dominique Richet qui me demande quel type de végétation mettre devant les ruches si on veut réduire la présence du frelon asiatique devant les colonies. Ça fait suite à une question qu'il avait déjà posée dans les amusettes, dans les dernières amusettes. Alors quel type de végétation? Tout ce qui va pouvoir gêner, j'ai envie de dire. Nous on avait planté de base plutôt des cosmos, mais en forêt on va avoir tout ce qui va être fougères, herbes hautes, petits buissons. Tu peux mettre des petits fruitiers, tout ce genre de choses, en fait tout ce qui va pouvoir entre guillemets gêner la progression du frelon asiatique devant tes colonies, qui fera rempart à tes colonies, tu peux le planter, pas forcément de choses en particulier, bien que si tu sèmes des jachères florales à proximité de tes colonies, ça peut toujours être utile sur des moments de disette, voilà. Donc c'est en fonction de toi, ton affinité, de ton lieu géographique, de différents paramètres, mais pas quelque chose de prédéfini. Question de Maria Marcella qui me demande comment mettre de la nourriture en hiver sans casser la grappe potentiellement. Alors ça dépend déjà de comment tu as préparé ton hivernage et du matériel que tu utilises. Si tu as un couvre-cadre percé par le dessus, tu n'as pas à ouvrir ta ruche, tu as juste à retirer le plexiglas blanc et à poser le candy dessus. Pour ça, je t'invite à aller voir une des vidéos que je vais mettre juste au-dessus en lien pour voir comment faire. À savoir que tu dois tout préparer à l'avance pour, on va dire, réduire au minimum la perte de chaleur que ta colonie va subir. Personnellement, nous, on n'ouvre pas en grand le couvre-cadre pour checker à l'intérieur, sauf cas de traitement à l'acide oxalique et ou si on a un doute sur la viabilité de la colonie à l'intérieur. Voilà. Mais sinon, voilà, tu n'as pas forcément besoin de l'ouvrir. Ça dépend si tu es en couvre-cadre bois, si tu as des nourrisseurs Nico aussi. Les nourrisseurs, ils ont aussi des petits
Ils ont, comment dire, ils ont 2 petits trous en fait que tu dois créer, ouvrir avec des capuchons. Voilà, tu as cette possibilité-là. Ça dépend vraiment du matériel que tu as, mais nous, on n'ouvre pas forcément pour le nourrissement. Autre question de Asensio Pascal qui me demande si on fabrique nous-mêmes les ruches ou si on les achète, et si on les fabriquait nous-mêmes, si on avait des astuces pour la fabrication. Alors, on a fabriqué quelques ruches varées, sinon le reste du matériel est acheté. Il faut de la place, du temps, du matériel spécifique aussi pour le faire, et beaucoup de temps surtout. Et c'est vrai que ça fait un petit peu défaut. Donc la plupart des ruches que l'on a, ce sont des ruches achetées tout simplement dans le commerce. Voilà pour ça. Après, je te dis, on a fait quelques ruches varées maison, mais ça reste vraiment marginal par rapport à ce qu'on peut avoir. Donc pas de choses particulières dessus. Par contre, peut-être une vidéo à venir sur un Nutlei fait maison que j'ai fait pendant le confinement, premier confinement 2020, mais sur lequel j'avais pas pu publier, pardon, en utilisant une hausse d'Adam. Vidéo à venir, je pense en début de saison prochaine, sur la thématique des rennes qui va sortir. Voilà ce que je peux te dire, sinon rien de particulier en termes de conseils sur la fabrication de ruches. Si, ce que je peux te dire par contre, je rectifie, c'est que si tu utilises du bois, utilise du Douglas au maximum. Ça t'évitera déjà l'entretien externe type peinture, et c'est un bois qui est vraiment adapté, voilà, pour tout ce qui peut être conditions climatiques extérieures. Steph Happy 25 me demande, lorsqu'on récupère un essaim, si on peut le remettre dans sa ruche d'origine, ou est-ce qu'on peut l'intégrer dans une ruchette qui est faible pour la renforcer, et est-ce qu'on le fait avec ou sans sarène? Alors ça va dépendre des pratiques de chacun, mais en général, quand tu récupères un essaim, tu ne le remets pas dans sa ruche d'origine, tout simplement parce que la pression des sémages est déjà très forte. C'est pour ça que ta colonie est partie, une partie de ta colonie du moins, voilà, s'est fait la malle. Donc si tu les remets dedans, tu vas remettre autant de population, donc la pression des essaimages ne va pas diminuer, et tu risques d'avoir 2, 3, voire 4 essaimages successifs comme ça, dû à la surpopulation. Donc moi je te conseillerais, en fonction aussi de l'essaim que tu vas récupérer, mais si c'est des essaims primaires assez gros, moi je te conseille plutôt de les mettre dans des ruchettes individuelles, voilà, seules. Et si tu as une colonie qui est vraiment faible, à ce moment-là, moi je te conseille plutôt d'utiliser des cadres avec du couvain et des abeilles qui sont dessus pour renforcer ta colonie. Pareil, on a fait une vidéo sur la thématique de comment renforcer une ruche faible, je te le mets juste au-dessus dans la description. Au moins tu connais la colonie, tu sais l'état sanitaire, parce que l'essaim, est-ce qu'il vient de chez toi ou pas, ça tu le sais pas forcément, ça dépend où tu vas le récupérer. Si c'est à ton rucher, oui tu t'en doutes, mais si c'est ailleurs, pas forcément. Donc tu connais pas trop l'état sanitaire, donc vaut mieux le laisser se développer individuellement. Forcément avec sa reine, maintenant tout le monde ne travaille pas avec des reines marquées comme nous à la fabrique, elles ne sont pas marquées, donc tu connais pas forcément l'âge de la reine. Voilà, c'est des décisions à prendre. Est-ce que ta reine, elle est jeune? Est-ce que c'est une vieille reine, celle qui est dans ta ruche d'origine? Voilà, c'est des décisions à prendre vraiment en individuel, au cas par cas. Donc, je ne pourrais pas faire une réponse nette et précise. Question de Christian Bataille qui me dit que fin septembre, début octobre, il avait ses ruches avec des colonies, des provisions et des abeilles, et que là, à partir de décembre, il a contrôlé et il n'y avait plus d'abeilles dans les ruches. Il me demande quelle est son erreur. Il a fait un traitement Thymol. Alors, je sais que l'odeur de Thymol peut être assez, on va dire, prédominante, voilà, et que ça peut causer des soucis. De là à ce que l'ensemble de ta colonie parte, peut-être pas. Maintenant, j'ai pas assez d'éléments non plus pour te répondre. Je connais pas ton secteur, je sais pas quelle pression tu as eu avec le varroa. Est-ce que tu as eu des abeilles mortes au fond de ta ruche? Est-ce que tu en as devant ta ruche? Est-ce qu'il y a carrément plus personne? Voilà. J'ai pas toutes ces infos. Maintenant, si tu n'as plus personne, c'est que ta colonie elle a déserté. Quelque chose les a chagrinés, peut-être le Thymol, peut-être autre chose, peut-être une pression du frelon asiatique. Voilà, beaucoup de suppositions. Malheureusement, je ne suis pas devant la ruche, donc je ne pourrais pas te donner une réponse claire, nette et précise. Question de Alain Lelay qui me dit qu'il a des limaces, petites limaces ou limaces, peu importe, même des escargots, on peut prendre en exemple, qui rentrent dans ses ruches. Est-ce qu'il y a un danger particulier? Alors nous on en a eu en début de saison, là sur le rocher qui est derrière, puisque c'est un secteur où il y a pas mal d'escargots, de limaces, vu que juste à côté on est sur la partie maraîchage, permacole et voilà, production un petit peu. Donc on en a eu beaucoup. Est-ce qu'il y a un danger? Pas particulièrement. Voilà, si ça gênait les abeilles, je pense qu'elle les virerait, en sachant que souvent la partie
limace, escargot va aller dans la partie plutôt partitionnée que sur les cadres directement. Bon, sauf si là les abeilles sont en grappe et qu'elles essayent de se faufiler, mais normalement tu n'as pas dû ouvrir tes ruches vu la température. Alors après je ne sais pas où tu es situé, mais vu les températures on n'ouvre plus les ruches, donc tu ne devrais pas avoir ce genre d'informations. Est-ce qu'il y a un danger? Pas particulièrement, en tout cas moi personnellement j'en ai pas vu. Jean-François Blond me demande avec quel appareil on filme nos vidéos, que ce soit les amusettes ou les autres vidéos de la fabrique, puisque il nous dit qu'il trouve que l'image est claire, nette, plutôt de bonne qualité. Bah écoute, je t'en remercie, c'est gentil de ton retour. Qu'est-ce qu'on utilise comme appareil? Eh bien on utilise tout simplement le téléphone. D'ailleurs on va faire une petite vidéo de moi en train de faire une vidéo, comme ça je la mettrai sur le montage. Donc comme tu peux le constater, je suis avec là actuellement pour les amusettes une perche et un iPhone 11 ou 12, je sais plus, bref. Donc comme tu peux le constater, je suis avec là actuellement pour les amusettes une perche et un iPhone 11 ou 12, je sais plus, bref. Et la vidéo que tu m'as dit, voilà, qui était plutôt intéressante, c'est une vidéo qu'Arnaud a fait et donc il avait aussi un iPhone 11 ou 12, quelque chose dans le genre. Voilà, donc on utilise tout simplement le smartphone pour faire nos vidéos. Alors on fait bien attention à ne pas les salir avec la propolis, le miel et tout ça, mais si tu bascules sur des smartphones nouvelle génération, en l'occurrence même là le 13 qui vient de sortir chez iPhone, ça fait plus que le job en termes de qualité d'image, de son et de vidéo par rapport à des appareils professionnels, tout simplement. Donc voilà ce que je peux te dire. Je sais que c'est un certain budget, mais bon, nous on l'utilise justement pour toute cette partie apiculture et contenu qu'on vous donne. Léo du 62 me demande sur la vidéo des amusettes que j'ai faite la semaine dernière si la grille derrière moi était une grille arène. Petite blague de Léo, non c'est pas une grille arène, c'est dans mon véhicule la grille de protection qui sert justement en cas d'accident. Question d'Alok par rapport à la vidéo de la division de la ruche d'Adam qui me demande à partir de quand on peut faire ce travail. Eh bien tout dépend de la météo et du secteur géographique où tu es, mais nous en général on le fait à partir de mi-avril. Et quel va être le résultat dans le cas de figure où il n'y a pas la reine dans la ruchette? Eh bien si tu as fait correctement le travail, que tu as aussi pris des cadres avec des œufs, tu vas avoir des cellules royales qui vont être développées puisqu'il n'y a pas de reine. Voilà, tout simplement. Donc voilà l'information que je pouvais t'apporter par rapport à ta question. Question de Hugo qui me parle des déplacements de ruches, à quelle période on peut effectuer des mouvements de ruche de quelques mètres au niveau du rucher sans que ça pose problème aux abeilles. Là, sur cette période-là, les abeilles sont en hivernage, donc tu peux déplacer de quelques mètres au fur et à mesure. Après, sinon, le plus simple, c'est de le faire en saison avec les butineuses qui rentrent et qui sortent. Voilà, tu déplaces de quelques centimètres par jour, voire 40-50 cm par jour, le temps que les butineuses s'adaptent à la nouvelle entrée. Après, si tu veux déplacer entre 1 km et 3 km, je te conseillerais quand même d'attendre en saison pour être sûr qu'on n'ait pas des abeilles en hiver qui se redéplacent à l'endroit d'origine, qui là serait fatal pour la colonie. Question de Kali Mero qui me demande quel est le coût et le fournisseur du sérificateur solaire qui est juste ici. Alors le fournisseur, nous on l'a acheté sur la Tiendra del Apicultor, qui est donc un site d'apiculture espagnol, et le coût du sérificateur solaire, si je me souviens bien, on était aux alentours des 200 €, quelque chose comme ça il me semble. Mais tu pourras aller voir directement sur le site internet, le prix est référencé. Michael Besson me demande où est-ce que j'ai installé le sérificateur solaire, parce que lui il en a un, il l'utilise et apparemment ça attire les abeilles. Écoute, le sérificateur solaire est là une fois de plus. Les ruches, toutes les colonies sont là, voilà. On n'a pas eu de problème en fait d'abeilles qui étaient attirées par le sérificateur pendant la saison. Voilà ce que je peux t'apporter comme information concernant notre test. C'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce en dessous de la vidéo si c'est le cas, à partager, à laisser un commentaire si tu veux qu'on y réponde dans les prochaines amusettes avec un maximum d'infos. Pour rappel aussi, si tu veux que pour la prochaine saison, voire même cet hiver, je vienne chez toi régler une problématique au niveau du rucher, tu nous laisses un message sur le site de la Fabrique Hippique avec un maximum d'informations pour qu'on puisse sélectionner la question et la thématique du problème qui va être à régler. Je te laisse aller sur la description en dessous de la vidéo si tu veux récupérer l'e-book
boutique et voir les différentes formations. Quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!